Mes chers collègues, mesdames, messieurs, vous voici parmi nous, mon cher collègue, pour persévérer dans une tradition très ancienne dans cette maison, je veux dire celle des études médiévales, qui était illustrée il n'y a pas si longtemps encore par notre ami Georges Duby, mais pour illustrer cette tradition d'un œil qui n'appartient qu'à vous, je veux dire que le Moyen-Âge qui vous intéresse est celui de la Méditerranée, plus précisément de la Méditerranée occidentale. Chaque observateur, c'est bien connu, a son observatoire privilégié, celui où il se place, et celui, quelquefois aussi, où on le place. Pour moi, je vous verrai volontiers en Sicile. Et plus précisément, dans cette Sicile occidentale, de Palerme et d'Erice, là où arrivèrent les Troyens. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, n'ayons pas peur des mots, parce que je crois que vous êtes un très bon successeur de Frédéric II. Comme lui, en effet, de ce promontoire, votre regard se porte vers l'Italie, bien sûr, et au-delà, quelquefois des Alpes, vers l'Espagne, vers la France, et aussi vers l'Orient, celui de Byzance, et Orient et Sud, vers les pays musulmans. Comme Frédéric II, vous êtes un homme de guerre. Non pas, Dieu merci, que vous la fassiez, mais vous l'étudiez. Vous l'étudiez dans ses actes, mais aussi dans ses pulsions, sa respiration, presque sa vie, dirais-je. Et si, naturellement, vous la montrez pour ce qu'elle est, avec ses horreurs, vous savez, au-delà d'elle, discerner aussi les échanges qu'elle permet, de techniques, de savoir, et pourquoi pas quelquefois de culture. Et puis, comme Frédéric II, vous êtes aussi un homme d'État. Vous regardez cet État en train de se faire, notamment dans ce thème qui vous est précieux, l'incastellamento, que dans votre saveur gourmande pour l'italien, vous vous refusez obstinément à traduire. Peut-être en français pourrait-on penser à enchastellement, ce qui au passage, et par incise, nous rappellerait le nom d'un collègue regretté qui, comme vous, fut très amoureux de l'Italie. Et enfin, comme Frédéric II, vous êtes là-bas, au bout de l'Europe, un homme de la frontière. Au pas de la frontière que nous connaissons aujourd'hui, tranchante et tranchée, mais de la frontière conçue plutôt comme un espace poreux, par où, comme dans la guerre, passent aussi des échanges, des savoirs. Voilà, mon cher collègue, vous êtes, au bout du compte, un Méditerranéen, et même un super Méditerranéen, puisque pour vous donner la peine de naître, vous avez franchi la Méditerranée pour aller naître à Alger, si je ne m'abuse. Et vous êtes un homme de la pré-Renaissance, de cette pré-Renaissance qui, sinon débute autour de ces fameuses années de l'an 1000, du moins connaît là déjà un premier essor. Ces fameuses années 1000 qui, pour les gens que je représente dans cette maison, disent au contraire le début des incertitudes, des malheurs et quelquefois du déclin. Je vous ai donc installé à Erice, mais il est temps de vous en ramener devant votre public et vos collègues, ces collègues au nom desquels je vous souhaite un tas de choses, pour vous, mais aussi le vœu intéressé pour le collège, et ces collègues au nom desquels je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie, mon cher collègue. Allez. On va mettre ce truc-là. Ça tombe pas. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, à l'apogée du califat omeyyade, au Xe siècle, circulait à Cordoue un ouvrage à grand succès, l'Iqd al-Farid. C'était un recueil de bons mots et d'historiettes qui appartenait au genre de l'adab, bien connu d'André Miquel, c'est-à-dire de cet ensemble de disciplines profanes
destiné à faire de l'homme en société un homme de qualité. Parmi ces facéties, il en est une qui s'intitulait « Histoire du conférencier peu d'Isère ». On peut la résumer ainsi. Il était une fois un savant, très estimé et connu pour son érudition, mais aussi pour sa répugnance à divulguer son savoir sous forme de belles conférences. Il s'y trouva néanmoins contraint une fois par quelques concours de circonstances. Il monta donc en chaire, il y demeura un long moment, accablé, silencieux, et il finit par déclarer, ce qu'après vous avoir entendu, j'aurais bien envie de déclarer moi-même, « Messieurs, vous savez déjà tout ce que je pourrais vous dire. » Un auditeur lui répondit aussitôt, « Monsieur le conférencier, certains le savent, mais d'autres non. » « Eh bien, s'écria le conférencier peu d'Isère, que ceux qui le savent le disent à ceux qui ne le savent pas, et ainsi vous le saurez tous. » Et sur ces mots, il s'éclipsa. Si j'ai choisi, mes chers collègues, d'introduire ma leçon par le rappel de cette historiette, ce n'est pas, vous vous en doutez bien, parce qu'elle pourrait présenter quelque inconvenante analogie avec une autre situation, plus proche de moi que des califes de Cordoue. C'est parce qu'elle me paraît propre à illustrer, par l'étude de sa diffusion, l'unité du monde dont vous avez choisi de promouvoir l'étude lorsque vous avez décidé de consacrer une chaire à l'histoire de l'Occident méditerranéen au Moyen Âge. L'anecdote du conférencier peu d'Isère fut en effet traduite de l'arabe en latin au XIIe siècle. Cette traduction latine passa, comme tant d'autres, de l'Espagne à l'Italie. Elle continua d'y faire rire, au point que l'on jugea bon de la traduire en volgare et toscan à l'époque de Laurent le Magnifique, et que le novelliste Arlotto Menardi l'introduisit dans son Libro delle Faccezie. À la même époque, l'historiette poursuivait en Espagne son heureuse carrière. Traduite du latin en castillan, elle finit, là encore, par être recueillie dans une anthologie de bons mots, ou Libro de Chistes, composé par un recueil de gais compagnons, une tertulia d'opposants discrets au rigorisme ambiant à la cour de Philippe II. À ma connaissance, cependant, cette innocente plaisanterie n'atteignit jamais aucun public, allemand, français ou anglais. Le succès de cette œuvre, issue de la littérature profane andalouse, resta ainsi confiné aux pays et aux parlers du pourtour de la Méditerranée occidentale. Cet exemple ne constitue en rien un cas isolé. Nombreuses sont au contraire les œuvres traduites de l'arabe, comme la fameuse Échelle de Mahomet, source possible de la Divine Comédie de Dante, qui ont vu de même leur fortune limitée à notre espace méridional. Allons plus loin. Entre la fin du XIe siècle et le milieu du XIIIe siècle, dans cet immense mouvement de traduction en latin puis dans les langues vernaculaires de la somme des savoirs antiques thésaurisés par l'islam, les pays latins de l'Occident méditerranéen ont été plus que d'honnêtes courtiers. Certes, le caractère européen de cette renaissance du XIIe siècle est aveuglant. Il suffit pour cela de penser à la restitution de l'Aristote latin. Il s'impose cependant aujourd'hui, me semble-t-il, de mieux définir les milieux et les horizons de ce mouvement général de réception, de comprendre les raisons historiques qui ont conduit à des différenciations régionales où se marquent, me semble-t-il, avec vigueur, les caractères originaux et durables d'un humanisme méridional. L'idée d'un tel humanisme, après tout, n'a rien d'extraordinaire. Depuis la conquête de l'Espagne au début du 8e siècle, puis de la Sicile au 9e siècle, l'islam avait fait des pays de la Méditerranée occidentale un lieu d'affrontement, mais aussi d'échange. C'est là qu'il a construit, pour près de 8 siècles, la frontière, mouvante et profonde, de sa présence extrême. Sur un fond stable de populations rurales indigènes, islamisées ou maintenues dans leur statut respecté de gens du livre, juifs et chrétiens, il avait surimposé le réseau de ces villes et de formes nouvelles de civilisation. À partir de la seconde moitié du XIe siècle, la régression de cette grande frontière, en Sicile d'abord, en Sicile normande,
et surtout dans l'Espagne de la Reconquête, n'a fait que stimuler le brassage des hommes et les transferts technologiques, institutionnels, linguistiques, culturels. C'est donc là qu'est née la Renaissance du XIIe siècle. Au même moment, les républiques marchandes italiennes affermissaient leur présence en Orient. Elles y activaient leurs comptoirs, créant à leur tour de nouveaux réseaux d'échanges et de communication. Loin de se constituer en pôles indépendants de la médiation culturelle, l'Espagne, l'Italie, la France du Midi, fortes de la présence de communautés juives brillantes où les savants arabophones étaient nombreux, s'enrichissaient de contacts équilibrés. Les lettrés italiens étaient au XIIe siècle tout aussi actifs à Tolède et à Barcelone qu'à Palerme ou à Constantinople. Ils pouvaient y rencontrer des lettrés catalans qui, comme eux, ne dissociaient pas dans leur vie la marchandise, la diplomatie et une culture faite des mêmes curiosités pour les belles lettres, la liturgie, la théologie et les sciences. Ils partageaient la même volonté de transmettre à l'Occident un dépôt de savoir dont ils percevaient la supériorité sur leur culture d'origine. Le traducteur italien Plato de Tivoli, établi à Barcelone, unissait ainsi dans son admiration grecs et arabes. Latinitas, écrivait-il, non solum Grecia, sed essiam Arabia, longe inferior extitit. En bref, ces phénomènes de frontières médiévales ont été créateurs de paysages et de formes d'habitat, de styles de vie et de coexistence conflictuelle, d'échanges inégaux et de synthèse culturelle qui me semblent donner toute sa consistance à cet Occident méditerranéen dont vous avez bien voulu me confier l'étude. C'est sur eux que je voudrais aujourd'hui formuler quelques observations, sans chercher à m'abriter derrière les facilités illusoires d'un programme d'enseignement. Mais qu'il me soit simplement permis de dire, messieurs les professeurs, avec toute la force que me donne la sincérité, que s'il peut paraître aujourd'hui possible de se consacrer à un domaine que je dis frontalier dans ses structures intimes, et donc périphérique de l'Occident, ce n'est que parce que Georges Duby, placé au cœur des sociétés médiévales, nous a ici même et depuis longtemps fait bénéficier de l'éclat incomparable de son enseignement, de son savoir, de sa présence. Mesdames, Messieurs, je ne m'encombrerai pas en guise de préambule d'une présentation des cadres géohistoriques du monde méditerranéen occidental. Ce tableau de la Méditerranée et de l'originalité de ses écosystèmes a en effet été maintes fois brossé de Jules Sion à Charles Parrain et de Maurice Lelanoux à Pierre Biraud. Ils ont tous fait un large usage des ressources d'une rhétorique où s'entrecroisent le thème de l'unité et celui de la diversité. L'unité y trouve toujours son principe d'unification dans la mer et les activités maritimes. Elle s'oppose aux forces de diversité nées du compartimentage des reliefs et de la variété des milieux biogéographiques. Cette thématique n'aboutit en fin de compte qu'à raffiner sur les conclusions proposées vers 1900 par le géographe allemand Theobald Fischer. Pour Fischer, s'il existe en effet une mer Méditerranée, il y a autour d'elle bien des terres Méditerranées qui n'ont qu'un seul trait géographique commun, à savoir que leur extension coïncide avec celle des régions où la culture de l'olivier est possible jusqu'à une altitude de 400 à 600 mètres environ. Ce tableau géographique a été complété par les historiens, qui ont mis en valeur des déterminations stables, telles par exemple que la complémentarité entre basses plaines insalubres et arrière-pays montagneux jouant le rôle de réservoir d'humanité saine, grand pourvoyeur des mouvements migratoires, telles encore que la présence massive en Méditerranée occidentale de grandes îles peuplées de pâtres et de paysans plus que de marins, et dont l'atonie contraste avec la capacité offensive d'un petit nombre de grands ports capables de construire des réseaux de pouvoir économique et de contrôle du commerce international. Promus à la dignité nominale d'invariants de l'histoire, ces constantes structurales assurent à l'historien des siècles obscurs du Moyen-Âge une meilleure compréhension de la logique et de la dynamique propres aux écosystèmes méditerranéens saisis dans la longue durée.
de ces échos et agrosystèmes, je ne rappellerai pour mémoire que les 3 caractéristiques nécessaires à l'intelligence des phénomènes de contact frontalier et de transfert entre les civilisations qui se sont alors partagés notre espace. Je signalerai en premier lieu le caractère savant de la maîtrise par l'homme de la nature méditerranéenne. Le second trait marquant de ces écosystèmes résulte du premier. S'ils sont savants, ils sont aussi rigides et fragiles, incapables d'adaptation souple aux fluctuations lentes ou critiques du peuplement. Le dernier trait qu'il convient d'évoquer tient au caractère inexportable de ces systèmes en raison de leur subtile adéquation au milieu méditerranéen. Certes, quelques exceptions marginales peuvent être relevées, comme celle de la culture de la canne à sucre, pratiquée au Moyen-Âge en Sicile et dans la zone côtière du royaume de Grenade. Grâce au relais des îles Atlantiques, c'est un rare exemple de transfert réussi dans le Nouveau Monde d'une chaîne technologique déjà complète et maîtrisée. Pour le reste, nous ne manquons pas d'exemples de tentatives faites par les Espagnols pour acclimater dans leur empire d'Amérique les systèmes agro-pastoraux de leur pays d'origine. Ces essais se sont tous traduits par des échecs, comme celui bien connu d'Hernán Cortés et de ses successeurs, pour faire des hauts plateaux du Mexique un pays de grand élevage transhumant en y introduisant les lois et ordonnances de la Mesta castillane. L'insuccès ordinaire de ces tentatives de transfert lointain des systèmes méditerranéens ne fait que souligner leur forte cohérence. C'est bien à l'intérieur du monde méditerranéen qu'il faut se placer pour analyser les phénomènes de synthèse frontalière dont ils sont la résultante. Si l'Italie méridionale et la Sicile constituent un carrefour d'influence dont nous aurons à souligner l'importance, c'est cependant en Espagne que la frontière s'offre à nous dans toute l'ampleur de son déploiement géographique et avec l'épaisseur de ses 8 siècles de coexistence entre chrétienté et islam. La longue durée de cette convivencia, la multiplicité changeante des formes de l'échange et du conflit dont la marche frontalière a été le lieu plus encore que l'enjeu, la diversité des rythmes autant que des acteurs, tous ces éléments invitent à considérer la frontière ibérique comme une structure dynamique essentielle de l'Occident méditerranéen. Abandonnons dès l'abord l'idée d'une reconquête chrétienne ayant assuré pendant près d'un millénaire la progression linéaire d'une chrétienté assimilée par une partie de l'historiographie espagnole à une sorte de ressaisissement par je ne sais quelle hispanité éternelle de sa propre réalité historique. Sous le nom inévitable de reconquête, c'est l'histoire de la frontière et de ses forces créatrices qui va nous retenir, et non celle de son mythe historiographique. Ainsi entendu, la reconquête nous paraît se caractériser par 2 traits. Par la date tardive de son véritable ébranlement, disons à partir des années 1060 seulement. Par la rapidité ensuite de ces grands achèvements acquis entre la seconde moitié du XIe siècle et le milieu du XIIIe siècle. Pierre Guichard, dans son étude intitulée « Les Arabes ont bien envahi l'Espagne », a mis l'accent non seulement sur l'évidente réalité de la conquête arabo-berbère, mais surtout sur la complexité et la lenteur de la mise en place d'un islam ibérique. Jusqu'au milieu du XIe siècle, s'établit ainsi, entre les petits États chrétiens des monts Cantabriques et du Piémont pyrénéen d'un côté, et Al-Andalus de l'autre, une première frontière que l'on peut définir comme frontière d'équilibre. Sa relative stabilité sur 3 siècles, tout d'abord, mérite explication. Elle me semble avoir son principe dans le fait que la frontière assume alors une fonction d'articulation entre 2 grands espaces géopolitiques, tous 2 en voie de construction interne. Du côté chrétien, le petit royaume asturo-léonais est alors entièrement engagé dans l'édification de sa propre unité. Ses forces sont mobilisées par la difficile soumission à une monarchie de tradition wisigothique des populations basco-cantabriques qui vivaient en rébellion chronique contre tout pouvoir extérieur depuis la conquête romaine elle-même. Ce sont ces réduits montagnards à forte structure tribale, beaucoup plus que l'islam voisin,
qui absorbent alors les énergies asturiennes. Il faut donc réduire à ces modestes dimensions la victoire de Covadonga en 722, dans laquelle Sánchez Albornoz voyait le signal de départ de la reconquête à partir d'un sanctuaire asturien où, selon son expression, l'homme espagnol aurait persévéré dans son être, immuable de Sénèque à Miguel de Unamuno. Quant aux principautés territoriales du Piémont pyrénéen, elles ont été de leur côté, et avec les traits originaux que leur conférait leur position périphérique, soumises au mouvement général de féodalisation du monde carolingien et post-carolingien. Nous savons bien depuis les travaux de Pierre Bonassi que la croissance de la Catalogne est alors largement due à sa situation frontalière. D'une part, cette dernière en a fait une marche de peuplement et de colonisation agraire. La présence proche de l'islam a d'autre part agi comme un puissant facteur de développement par les échanges qu'elle a suscités, puis par le paiement par les dynastes musulmans de tribus monnayées, les fameuses parillas. En soi, le paiement d'un tribut est l'indicateur le plus sûr de la fonction d'équilibre d'une frontière. Il marque la volonté partagée de contenir par un échange inégal les forces confrontées. Il constitue une forme de guerre potentielle, différée par l'intérêt économique du bénéficiaire de l'échange. Dans notre cas d'espèce, l'afflux d'or musulman a fait de l'arrière-pays chrétien de cette frontière d'équilibre la seule région d'Occident où l'or a été présent au Xe, XIe siècle en tant que médium économique réel, à la fois signe et facteur de croissance, et non simple valeur de thésaurisation symbolique. Sur l'autre versant de cette frontière, l'islam avait lui-même lentement édifié sa propre domination sur des bases entièrement différentes, à partir de l'installation de contingents arabo-berbères peu nombreux, d'apports orientaux successifs, et au prix d'une islamisation des populations rurales hispano-romaines dont les effets cumulatifs ont été lents à se manifester. Si l'on accepte les propositions de Richard Bulliett sur les modèles d'islamisation, et en particulier sur le modèle andalou, on peut admettre que, vers la fin du IXe siècle, un quart à peine de la population ibérique sous domination musulmane était islamisée. L'explosion du mouvement de conversion a ainsi coïncidé avec le Xe siècle. Au cours de cette seconde phase, la plus décisive, l'islam andalou est passé du statut de province occidentale d'un califat abbasside œcuménique à celui d'un califat omeyyade unitaire, au moment même, par conséquent, où la logique démographique du processus de conversion élevait la proportion des musulmans à plus des 3/4 de la population totale d'Al-Andalus vers l'an 1000. Ces données sont fondamentales pour comprendre la nature du califat de Cordoue et de son emprise en profondeur sur l'ensemble des territoires soumis à l'autorité du nouvel État. Rien ne serait d'autre part plus trompeur que de présenter la phase qui suit, à partir du début du XIe siècle, la fin du grand califat omeyyade, comme une période de désagrégation des pouvoirs et d'anarchie généralisée. Les reyes des taïfas qui prennent alors la relève du califat ne sont en rien assimilables à de simples chefs de bande, à des warlords. L'époque des taïfas ne marque pas le dépérissement de l'État califal, mais sa régionalisation. Elle a vu se constituer de véritables États territoriaux musulmans qui ont prolongé le califat. Comme l'avait bien pressenti Menéndez Pidal, ils en ont même consolidé les structures politiques et culturelles dans des cadres plus étroits et donc mieux maîtrisés. Le moment où, vers les années 1060, la reconquête se met en branle, correspond donc à l'achèvement du processus de construction interne des États frontaliers. La frontière d'équilibre entre la chrétienté et l'islam andalou avait ainsi assuré la formation parallèle d'entités politiques, sans doute comparables par leur taille, mais que tout différenciait d'autre part dans leur structure intime. C'est à ce moment qu'il faut se placer pour en définir la nature. Cette frontière d'équilibre, en premier lieu, n'avait rien de linéaire. Elle formait une large zone de contact qui n'avait pas pour rôle
le marquage symbolique d'un non-lieu intermédiaire. Elle constituait au contraire un espace plus que tout autre vivant où, pour reprendre la définition du grand géographe Friedrich Ratzel, le tissu de développement des États centraux pour lesquels elle assumait les fonctions vitales d'un organe périphérique. Ces fonctions, réparties entre les deux grandes catégories de l'échange et de la protection, permettaient à la frontière d'entretenir des rapports originaux avec les organes centraux du système dont elle relevait. Ces relations particulières se concrétisaient sous forme d'entreprises concertées de peuplement et d'organisation des liaisons routières. Par la création de dispositifs fortifiés, elle était en outre un lieu de surinvestissement des capacités militaires des États confrontés. C'est ce que montrent bien, une fois encore, les exemples parallèles de la Catalogne et de la marche supérieure d'Al-Andalus, devenue la Taïfa de Saragosse dans la première moitié du XIe siècle. La frontière d'équilibre, enfin, a sécrété ces genres de vie spécifiques. C'est à ce point de l'analyse, je crois, que le spécialiste de l'Occident méditerranéen au Moyen Âge doit prendre ses distances par rapport aux vues générales développées depuis les célèbres travaux de Frederick Jackson Turner sur le rôle intégratif de la frontière dans l'histoire et sur sa capacité à créer, de part et d'autre, par une sorte de mimétisme, une société frontalière homogène. Une observation plus attentive des choses conduit au contraire à penser qu'au-delà de sa fonction de régulation des échanges et qu'au-delà des analogies qu'elle a induites dans les formes de peuplement, la frontière a aussi joué un rôle de révélateur des différences structurales qui existaient entre les ensembles géopolitiques qu'elle unissait, mais qu'elle séparait tout à la fois. Du côté chrétien, en effet, la société frontalière formait la marge d'un système que, pour simplifier, on peut dire féodal. C'est ce système qui assurait le peuplement de la zone frontalière par la création d'un espace juridique fondé au coup par coup sur l'octroi de franchises collectives propres à constituer à la fois un horizon d'attrait pour les outlaws invités à venir s'y établir et un cadre efficace d'intégration de ces marginaux promis à de nouvelles formes d'encadrement seigneurial. Du côté chrétien, la frontière a joué ainsi son rôle dans le processus global de féodalisation. Il en va tout autrement du côté musulman, où la frontière révèle au contraire avec éclat la capacité d'une structure étatique de type tributaire à maintenir ses organes périphériques dans la structure d'ensemble d'un État, fondée sur le caractère constamment public du lien social essentiel, c'est-à-dire du lien fiscal. Du côté musulman, le frontalier n'est donc en rien un outlaw à récupérer. Il participe au contraire, en toute clarté, à une société publique qui lui reconnaît simplement un statut original à l'intérieur du régime tributaire. C'est cette situation qu'analyse avec pénétration, dans la première moitié du XIe siècle, le géographe andalou al-Bakri, puis son continuateur maghrébin Ali Mihari. Il existe bien à leurs yeux une spécificité du genre de vie frontalier. Ils insistent sur les différences qui séparent des gens de l'intérieur les gens de la frontière, al-Tougour. Mais ils ne voient dans ces derniers qu'une catégorie de la société musulmane tributaire dans son ensemble. Pour eux, les frontaliers sont ceux qui acceptent d'investir au profit de l'État une partie de leurs revenus dans des travaux de protection tels que construction de châteaux, tours de guet, abris, refuges pour le bétail, etc. En bref, leur genre de vie se définit moins par sa ruralité précaire que par le style de fiscalité qui engendre l'insécurité. Bien entendu, cette frontière d'équilibre n'a pas ignoré la guerre. On peut dire qu'en lui donnant la forme de razzia, aux périodicités reconnues et aux effets limités, elle a réussi à l'intégrer dans la pratique d'un équilibre où les poussées belliqueuses garantissaient la régularité des tribus et participaient par leurs rituels à la stabilité d'ensemble du système. Mais on avouera aussitôt que cette image confortable des situations ordinaires fait sans doute bon marché des exceptions critiques, comme le terrible sac de Barcelone par Al-Mansour en 985, dans lequel Michel Zimmermann
a justement vu la catastrophe absolue autour de laquelle s'est cristallisée la première prise de conscience nationale de la future Catalogne. Après le milieu du XIe siècle, et sous l'effet d'une accumulation des forces offensives à l'intérieur des États féodaux, plus encore que par l'introduction précoce en Espagne de l'esprit de croisade, me semble-t-il, cet équilibre est rompu. En moins de 2 siècles, l'essentiel de la reconquête est acquis. Dans les années 1260, les royaumes de Portugal et d'Aragon ont maîtrisé tout leur espace, tandis que la frontière avec l'islam se stabilise à nouveau jusqu'en 1492 comme une micro-frontière d'équilibre entre les royaumes de Castille et de Grenade. Entre-temps, la frontière de l'Occident méditerranéen a entièrement changé et de structure et de fonction. Elle est devenue ce front actif où la guerre a produit la colonisation et où la colonisation à son tour a nourri la guerre, avec un islam lui-même revivifié par de nouveaux apports berbères, almoravides puis almohades. De cette nouvelle frontière, mobile et profonde, dont l'histoire se confond avec celle de la reconquête, je n'évoquerai, conformément à mon propos initial, que les traits durables qu'elle a imprimés au paysage et au transfert de civilisation dans l'Occident méditerranéen. La frontière de conquête, tout d'abord, a fait de l'Espagne chrétienne un pays de villes franches. C'est par l'octroi de franchises municipales que les monarchies ont assuré l'avancée du peuplement et son ordre. Ce sont des corps de franchise, organiques et faciles à transférer en bloc aux villes nouvellement conquises, qui ont été le lieu d'expression de la politique de compétition engagée de manière intense vers le milieu du XIIe siècle entre l'Aragon, la Castille, le Léon et le Portugal. Les obligations militaires qui y sont définies n'établissent jamais la moindre différence entre guerre de conquête contre l'islam et conflit de rivalité entre États chrétiens voisins. L'amalgame est toujours là, souvent explicite, entre les ennemis désignés, Saraceni, mais aussi Mali Cristiani. On sait bien que la jeune monarchie portugaise, par exemple, a eu plus de peine à se protéger contre les convoitises convergentes du Léon et de la Castille qu'à résister à la pression almohade. La frontière mobile de la reconquête n'a donc rien eu du front uni d'une guerre sainte opposant l'ordre de bataille de la croisade au djihad islamique. Elle a constamment croisé ses axes de progression et fortifié le compartimentage politique des territoires conquis. Par ces contrats d'adhésion collective, que sont au fond les fueros, la reconquête a d'autre part assuré l'adaptation des cadres du peuplement aux conditions de la vie frontalière. Elle a permis le développement d'une casuistique de plus en plus sophistiquée des différents types d'obligations militaires, en clarifiant les charges pesant sur chaque composante d'un tissu urbain différencié. Elle en a limité les forces de tension interne et rendu plus efficace l'action concertée de milices municipales composites. Elle a enfin créé, ou assuré plus longtemps que dans d'autres sociétés féodales, la reproduction de types originaux, et en premier lieu celui d'une chevalerie populaire, de tout un monde combatif et mobile de caballeros villanos, indépendants de la couche supérieure des ricos hombres et des chevaliers de lignage. Sans intérêt marqué pour l'idéologie du glaive et pour ses rites d'expression, on voit cependant la chevalerie populaire pointilleuse sur les questions d'honneur et de fidélité, fortement intégrée dans les cadres municipaux de la vie frontalière, maîtresse de techniques éprouvées de razzia et de partage des butins, dotée de cette familiarité exceptionnelle avec le fait monétaire que lui valaient ses contacts avec le monde musulman. Car c'est bien entendu dans le domaine de la guerre que ces transferts ont été les plus actifs. On sait par exemple tout l'enseignement que la cavalerie chrétienne a tiré des techniques musulmanes de la monte légère à la rinete. Les cavaliers berbères ont su d'eux-mêmes faire leur profit de la technique occidentale de monte à la bride, adaptée à l'ordre de bataille que la tactique chrétienne imposait parfois à leurs affrontements. Dans d'autres domaines, des transferts réciproques sont probables, quoique plus difficiles à établir. Tel est le cas, par exemple, pour le développement de l'archerie à cheval, ou encore pour la diffusion, dans la première moitié du XIIIe siècle,
des techniques de la guerre de siège, tant du côté chrétien que du côté almohade. On a observé, en faveur de la thèse du solde positif pour l'Occident de ses échanges avec l'islam en matière de technologie militaire, la grande richesse des emprunts lexicaux faits en l'espèce par le castillan à l'arabe. Ces emprunts concernent tous les domaines de la guerre. Il n'est cependant pas indifférent de constater qu'ils sont plus riches dans le domaine de la guérilla que dans celui de l'ordre de bataille. Mais là encore, la prudence s'impose. Je note, par exemple, que bien qu'il utilise avec virtuosité ce vocabulaire d'origine arabe dans le code militaire qu'il intègre à ses Siete Partidas, Alphonse le Sage y préconise des dispositifs stratégiques, tactiques et logistiques les plus originaux. Il importerait donc en aval des indices lexicaux et des transferts élémentaires qu'il suggère de définir les systèmes de guerre que l'Occident chrétien a recomposés à partir de ces éléments pour élaborer ses réponses aux systèmes de guerre adverses. Car ce sont bien en définitive, et au-delà de toutes les synthèses technologiques possibles, deux systèmes de guerre dotés de leur dynamisme propre qui se sont opposés. L'avancée chrétienne décisive qui, en une génération, suit la victoire de Las Navas de Tolosa en 1212, traduit l'efficacité supérieure du modèle léonais castillan. Formé de petites armées municipales à encadrement chevaleresque sous contrôle monarchique et dont la présence permanente sur le terrain était rendue possible par le principe de rotation des milices urbaines, mis au point en 1236 lors du long siège de Cordoue par Ferdinand III, ce modèle castillan a bien été une création pragmatique de la frontière. Il s'oppose fondamentalement au modèle almohade, où le potentiel guerrier berbère n'est pas urbain mais tribal, et dont les victoires n'ont pas pu compenser l'accumulation de défaites qu'a constitué la perte de toutes les grandes villes andalouses sauf Grenade dans la première moitié du XIIIe siècle. À partir des années 1260, la frontière extrême de l'islam d'Europe se stabilise donc à nouveau entre le petit royaume de Grenade et la Castille jusqu'à la fin du XVe siècle. La guerre cesse d'attiser la colonisation. Les conditions de peuplement ou de repeuplement des grands espaces conquis depuis le XIIe siècle renforcent les différences régionales entre ce qu'il faut désormais appeler les Espagnes. Ces différences sont profondes. Elles tiennent en partie sans doute à la variété des milieux, mais aussi à celle des stratégies de repeuplement mises en œuvre au XIIIe siècle par les rois d'Aragon et de Léon Castille, et qui illustrent en particulier les registres de répartition des terres à distribuer. Je n'ai pas à m'engager dans leur analyse. Je ne voudrais que suggérer les traits les plus saillants que la frontière de la Reconquête a, jusqu'à nos jours, inscrits dans les paysages ibériques. Si la frontera a formé, pour tous les royaumes chrétiens, un tissu de développement, elle y a opéré partout une récupération sélective et donc un remodelage plus ou moins marqué des structures de peuplement héritées de l'islam. Partout où elles l'ont pu, comme dans le royaume de Valence, les monarchies conquérantes ont eu pour politique de maintenir la productivité des espaces irrigués et d'asseoir le repeuplement sur la conservation des infrastructures hydrauliques musulmanes. Cette politique impliquait la survie non seulement de dispositifs techniques, mais aussi de disciplines communautaires qui font aujourd'hui encore des huertas du Levante un domaine de réception majeur de l'héritage andalou. De nombreux noyaux de peuplement musulmans ont cependant été abandonnés avec la série de révoltes mudéjares qui scandent l'après-reconquête. La fragilité déjà évoquée des agrosystèmes méditerranéens et le caractère irréversible de bien des abandons rendent compte d'un fait fondamental. C'est finalement à l'ouverture d'une bonne part des espaces conquis aux activités pastorales, plus qu'à une conversion vers d'autres systèmes agraires, qu'a ainsi conduit la régression de l'islam. À côté de ce modèle du Levante, il faudrait mettre en parallèle un modèle léonais et castillan, où le repeuplement a d'abord tablé sur le maintien, à l'intérieur de districts urbains aux confins délimités,
d'un équilibre entre les activités pastorales périphériques et une céréaliculture fondée sur la rotation biennale traditionnelle du labour et de la jachère. Mais là encore, et dans toute son ampleur, se vérifie le même basculement en faveur de l'élevage extensif, avec la conquête des grands espaces méridionaux et la difficulté croissante, tout simplement, de trouver les hommes capables de repeupler les terroirs abandonnés par le reflux de l'islam rural. La date de 1273, qui est celle de la première charte de la Mesta, octroyée par Alphonse le Sage, symbolise le début d'une politique réfléchie d'acceptation de cette grande dérive du modèle castillan. Son histoire va se confondre jusqu'au XIXe siècle avec celle d'une coexistence conflictuelle entre les communautés d'habitants, entre les intérêts des communautés d'habitants et ceux des seigneurs de la grande transhumance. De manière plus profonde encore, me semble-t-il, la frontière a rempli une fonction créatrice essentielle dans la construction des paysages ibériques. Dans la longue durée de son mouvement, elle a en effet, suivant le rythme de ses avancées successives, créé tout un réseau croisé de marches fossiles. À l'intérieur d'espaces linguistiques relativement homogènes, catalan, castillan, portugais, elle a établi des démarcations régionales, secondaires mais vivaces, entre, par exemple, Catalogne vieille, Catalogne neuve et pays valenciens, ou entre Vieille Castille, Nouvelle Castille, Andalousie et Royaume de Murcie. L'acuité des problèmes posés par la récente définition territoriale des régions autonomes est révélatrice de la présence vivante de ces héritages de la frontera médiévale. Le cas espagnol, avec ses caractères originaux, n'a bien sûr rien d'isolé. La genèse médiévale de la frontière entre l'Italie du Nord et ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'Altra Italia relèverait du même type d'analyse. Sans m'aventurer hors de l'Europe médiévale, je rappellerai cependant que celle-ci s'est tout entière construite entre deux grandes frontières d'expansion, la frontière méditerranéenne avec l'islam et la frontière orientale de la poussée germanique. Avec ces éléments d'originalité irréductibles, la frontière de conquête et de peuplement germanique, née elle aussi de l'affrontement avec d'autres civilisations, slaves en particulier, présente cependant avec la Reconquista d'indiscutables conformités structurales. Ici et là, on observe en effet le même rôle moteur joué par les villes. Ici et là, les ordres militaires ont pareillement soutenu la conquête. Ici et là, la même couche sociale de la petite chevalerie, ministério-germanique ou caballeria popular ibérique, a joué un rôle notable. Dans tout cela, il demeure en propre à la frontière de l'Occident méditerranéen d'avoir été le lieu des convergences et de la synthèse médiévale entre les quatre civilisations du livre dont nous entretenons l'héritage. Cette synthèse culturelle a été, depuis Charles Homer Haskins, justement définie comme la renaissance du XIIe siècle, d'un grand XIIe siècle qu'il faudrait prolonger jusqu'au milieu du XIIIe. Cette expression consacrée ne fait que rendre plus sensible la corrélation qui existe entre la période la plus dynamique d'avancée de la frontière chrétienne et l'accélération des transferts culturels en faveur de la latinité conquérante, de la somme des savoirs antiques thésaurisés par Byzance et par les relais de l'encyclopédisme musulman, par Constantinople, certes, mais aussi par Cordoue, célébré comme la nouvelle Athènes dans le cercle de Laurent le Magnifique, par Marsile Ficin et par Luigi Pulci. J'aimerais avoir le temps de pouvoir faire mieux que d'évoquer les problèmes qui me semblent dominer l'étude de ce grand mouvement. Le premier est celui des conditions concrètes de la remise en circulation dans le monde latin des livres grecs et arabes, c'est-à-dire finalement de l'ensemble des opérations intellectuelles que, faute de mieux, nous appelons leur traduction. Celle-ci révèle en effet des complexités et des spécificités propres à chacun des milieux où s'est opérée cette translation de la culture, le domaine hispano-occitan, le monde sud-italien et sicilien, et celui des colonies occidentales de l'Orient grec.
Dans l'Espagne de la Reconquête et ses arrière-pays, ce travail de traduction a nécessité la mise en œuvre de scénarios faisant intervenir plusieurs acteurs aux rôles bien répartis. Derrière presque toute entreprise, on devine et on identifie souvent un commanditaire. Une première opération était confiée à un spécialiste de la langue de départ. Le fait que cette langue était l'arabe classique, des grandes élaborations encyclopédiques de l'Orient abbasside, avec lequel l'arabo-andalou du XIIe siècle avait pris quelques distances, explique que ce premier interprète ait été un juif lettré, arabophone, déjà rompu au mode de pensée exégétique et au va-et-vient entre l'hébreu et l'arabe, plus souvent qu'un musulman d'Espagne ou qu'un mozarabe. Une communication verbale en langue vulgaire était ensuite destinée à préciser le sens littéral du texte avec le second interprète auquel était confiée la mise au net de la traduction latine. Ce schéma, qui est bien connu sous le nom de système à deux interprètes et que David Romano a comparé à la pratique du piano à quatre mains, est exact, mais dans ses grandes lignes seulement. Il permet de donner un contenu concret à l'image si familière d'équipes de traducteurs actifs dans l'Espagne ou la Sicile du XIIe siècle. Il aide aussi à mieux comprendre le caractère itinérant de certaines carrières, comme celle de ces lettrés juifs en quête de ressources intellectuelles offertes par des communautés brillantes, comme celle de Gérone, de Huesca, Narbonne ou Béziers. Un recours trop systématique, cependant, au schéma des deux interprètes risque de masquer quelques faits essentiels. Dans bien des cas, en effet, la partie centrale de l'interpretatio entre les deux partenaires a abouti à donner à l'exégèse du texte la primauté sur sa traduction. C'est ce qui est arrivé lorsque ce dialogue s'est établi entre des personnalités de premier plan, comme Jacob Anatolio et Michel Sceaux par exemple. Plus généralement, l'étape intermédiaire d'élucidation impliquait une décomposition de la structure formelle du texte de départ, accentuée par l'irruption de la langue vernaculaire. La recomposition finale du discours en latin obéissait de son côté à de nouvelles normes de formalisation, variables selon l'habileté des hommes, certes, mais aussi selon les types de textes et selon les exigences du commanditaire. De plus en plus, au XIIIe siècle, la demande des cours princières a ainsi pesé sur le choix des textes à traduire et sur les formes mêmes de leur réception. Le cas tout différent des transferts du grec en latin et de l'activité des traducteurs bilingues italiens, si présents à Byzance dans la seconde moitié du XIIe siècle, pose des problèmes en apparence plus simples. Pour les personnalités marquantes, comme Burgundio de Pise et quelques autres, des repères biographiques sont établis. Les origines, les carrières confirment l'homogénéité sociale de ce milieu, formé de marchands lettrés, de juges et notaires, représentants de leur communauté et à l'occasion diplomates. Nous sommes renseignés, dans le cas privilégié de Burgundio de Pise, sur la conception que le plus grand helléniste italien de l'époque se faisait de son activité grâce au long prologue de sa traduction des homélies de Jean Chrysostome. À la fois éloigné des méthodes, jugées par lui trop rigides de la traduction des verbo ad verbum, et des tentations esthétisantes auxquelles n'ont pas toujours résisté les humanistes de la Renaissance, Burgundio a affirmé et prouvé par l'exemple qu'un souci de respect des nuances de l'original n'était pas incompatible avec cette autre forme de respect du texte qu'était la recherche d'une subtile adéquation de la traduction aux normes de formalisation du discours propres à sa langue de réception. Si Burgundio peut ainsi être tenu avec Peter Classen pour le premier théoricien de la traduction, défini comme une activité intellectuelle personnelle et originale, nous savons d'autre part qu'il n'a fait qu'exprimer les préoccupations communes du milieu auquel il appartenait. Ce travail de transfert vers l'Occident latin, direct ou indirect, de l'opulentia grecorum, de leur sapientia et auctoritas, révèle ainsi la grande diversité des milieux, des méthodes, des choix d'objets.
il apparaît comme tout aussi dépourvu de projet unitaire que l'avait été avant lui la constitution du corpus encyclopédique de l'islam classique. Ici et là, les mêmes procédés de filtrage, de sélection, d'adaptation à des besoins ponctuels ont été à l'œuvre. Ils font échapper cette histoire de la transmission culturelle du monde antique à l'islam et de l'islam à l'Occident médiéval à toute logique diffusionniste. Il est bien connu que l'islam a fortement imprimé sa marque propre sur des disciplines comme l'arithmétique, l'astronomie, la chimie, la pharmacologie. On a d'autre part maintes fois souligné les conséquences qui découlent du fait que le rôle central joué dans ces transferts par un islam périphérique, celui de la nouvelle Athènes cordouane, a rendu l'Occident dépendant des choix andalous à l'intérieur même de la culture musulmane. S'il en est résulté une certaine méconnaissance des acquis de l'islam oriental du XIe siècle, la convivencia frontalière avec l'islam andalou a éveillé l'Occident à tout ce qui en faisait la richesse singulière, à son goût pour la géographie et pour l'ethno-histoire, au mode de pensée en faveur chez les oulémas andalous, et surtout à l'ensemble des disciplines didactiques à usage profane qui ressortissaient au domaine de l'adab. Le fait même que l'Espagne chrétienne et l'Italie aient été les terres d'accueil privilégiées de ces savoirs contribua d'une manière qui me semble décisive à la formation à partir du XIIe siècle d'un humanisme méridional dont j'aimerais pour terminer esquisser les contours. L'encyclopédisme musulman, par le jeu combiné de ses préférences et de ses apports propres, avait élargi l'horizon des sciences, leurs méthodes, mais surtout leurs articulations épistémologiques. La réception de cet encyclopédisme par l'Occident latin a donc fait plus que mettre à sa disposition des contenus nouveaux ou rénovés. Il a eu pour conséquence critique d'y bouleverser l'ordonnance même des savoirs et d'y remettre en question la paisible distribution des disciplines selon le schéma antique des arts libéraux. On sait bien, depuis en particulier les travaux de Guy Baujouan, que des œuvres majeures, comme la nouvelle classification des sciences proposée par Al-Farabi et diffusée en Occident à la fin du XIIe siècle par le Tolédan Gundisalvi, ont partout ébranlé les équilibres désuets du trivium et du quadrivium. Dans l'Europe du Nord, ces remises en question ont entraîné d'âpres conflits portant précisément sur la hiérarchie des savoirs enseignés. On sait à quel prix s'y est exprimée la conviction selon laquelle, pour reprendre la célèbre formule de Sigère de Brabant, il convenait de ne pas s'éterniser dans l'étude des arts libéraux. Par là même, s'affirmait à la fois leur fonction propédeutique et la finalité supérieure assignée à la théologie. En contraste marqué avec ces combats et ces débats, la remise en circulation de l'encyclopédisme gréco-musulman a donné naissance à un autre humanisme dans l'Occident méditerranéen, et j'entends par là, pour être clair, tout l'espace limité vers le sud par la sphère d'influence de Salamanque et de Montpellier, de Bologne et de Padoue. Je lui vois comme première caractéristique la nécessité, mieux affirmée qu'ailleurs, de la double finalité de toute discipline, à la fois théorique et pratique, tam speculativa quam activa, c'est-à-dire ordonnée aux fins de l'action autant qu'à celle de la connaissance. La mathématique offre 1000 exemples de cet intérêt porté par de grands théoriciens aux inflexions pratiques de la science. L'exemple le plus célèbre est celui du Pisan Leonardo Fibonacci, dont on sait les liens avec le cercle de Frédéric II. On lui doit, à côté d'une œuvre théorique originale et profonde, un traité pratique sur le calcul des prêts à taux d'intérêt variable, à usage des marchands, ainsi qu'un opuscule sur les fractions dites égyptiennes, destiné sans doute aux notaires, auxquels il permettait un calcul plus facile des parts d'héritage. D'autres exemples pourraient être tirés de la géométrie et de l'application des ressources convergentes de la trigonométrie, de l'alti et de la planimétrie à la cadastration des terres à repeupler dans les États chrétiens issus de la Reconquête. Il en va de même, bien sûr, pour les adaptations de l'astronomie aux nécessités pratiques de la navigation. On ne saurait enfin trouver d'exemples plus symboliques
de cette ouverture de la culture méridionale sur toutes les destinations du savoir que dans l'œuvre de Burgundio de Pise. Celui-ci a traduit, dans la seconde moitié du XIIe siècle, à la fois les pères grecs, les parties grecques du digeste et les chapitres des géoponiques consacrés à la vigne et à la viticulture. C'est ce dernier travail qui a permis à la fin du XIIIe siècle à un autre juge, le Bolonais Pietro dei Crescenzi, de fonder l'agronomie moderne sur la synthèse des apports de l'agronomie latine antique, de l'agronomie gréco-byzantine et de son expérience personnelle, au moment où les acquis de l'agronomie andalouse étaient eux-mêmes accessibles grâce aux multiples traductions latines, castillanes, italiennes du calendrier de Cordoue. L'omniprésence des juges et des juristes sur cette frontière avancée de la culture illustre la seconde caractéristique de l'humanisme méridional. Plus encore en effet que dans le domaine des sciences de la nature, c'est par la primauté de la culture juridique qu'il a le mieux marqué la nécessaire liaison entre connaissances spéculatives et pratiques sociales. On ne peut ainsi déceler aucune solution de continuité entre les formes élevées de la glose et du commentaire du corpus justinien chez les maîtres bolonais et la formalisation dans les manuels de pratique judiciaire ou notariale des principes de jurisprudence adaptés aux instances de la vie quotidienne. Ces dernières observations conduisent enfin à souligner la troisième composante majeure de l'humanisme méditerranéen. C'est en effet en grande partie grâce à l'action des juristes et à la disponibilité que reflètent leurs carrières itinérantes que cette culture a pu pénétrer également les deux types de structures politiques qui se partageaient alors l'Occident méditerranéen, le monde des communes urbaines et celui des cours princières. Inséparable de cette imprégnation juridique, l'art d'en formaliser les discours, l'ars dictaminis, apparaît en effet ici et là comme l'élément décisif d'uniformisation de la culture méridionale. C'est au milieu homogène des juges et notaires des cités de confins du royaume de Naples, à Capoue, Bénévent, Gaète, qu'appartiennent les premiers grands maîtres de l'art du discours, comme Thomas de Capoue, Bérard de Naples, Pierre de Lavigne, le chancelier de Frédéric II. Leur activité ne s'est pas limitée à la composition de formulaires adaptés à toutes les circonstances de la vie politique des cités et des royaumes. Pierre de Lavigne fut après tout aussi célèbre pour la beauté de ses poésies latines que pour sa science épistolaire. À partir du milieu du XIIIe siècle, cet art du dictamen s'enracine en Toscane. Chez ses nouveaux maîtres, comme Brunetto Latini ou Mino de Colle Valdelsa, il aspire à donner forme à la poésie et à la philosophie. À la maîtrise du latin, il associe désormais celle de la vulgaris eloquentia. L'art du discours, à l'époque de Dante, résume ainsi ses ambitions dans la volonté avouée d'être une novissima rhetorica. Entendons par là, non de rompre avec la tradition cicéronienne comme on le dit souvent, mais d'en dépasser les finalités en créant par l'alto stile de ses compositions de nouvelles harmonies entre le latin et la langue vulgaire, entre les lettres et le droit, entre l'éthique et le politique. L'image idéale du dettatore communal que trace Brunetto Latini n'est nullement celle d'un honnête fonctionnaire. Par sa valorisation extrême des caractères formels de la vie politique et de la pratique du pouvoir, Brunetto Latini place bien le dettatore au centre de la société, guide et informateur plus que simple serviteur du podestat. De même, chez Mino de Colle Valdelsa, l'ars dictaminis fait de la culture de chancellerie l'essence de la culture communale. Ni lui ni Brunetto ne séparent le dictamen de la maîtrise de toutes les formalisations de la vie civique, de l'ordonnance des fêtes publiques et des ambassades à celle des pratiques électorales et des rituels guerriers. Lorsque Dante, parvenu au 7e cercle de l'enfer, y rencontre son maître, Brunetto Latini, il proclame d'abord la gratitude du disciple envers son gran maestro in digrossare. Mais il exalte surtout en lui
la profondeur de l'éthique politique. Quando nel mondo m'insegnavate come l'uom s'eterna. Chez Dante, comme chez Pétrarque ou Coluccio Salutati, l'ars dictaminis est bien devenu le lieu de cet humanisme méridional où la synthèse accomplie par la nouvelle rhétorique entre le latin et le volgare illustre se voit chargée d'exprimer l'idéal d'une civilisation communale où l'homme conquiert sa part d'éternité, laddove l'uom s'eterna. Mesdames, Messieurs, j'ai d'abord pensé que cette chaire, consacrée à l'histoire de l'Occident méditerranéen au Moyen Âge, était, dans la précision de son intitulé, la première à couvrir ainsi ce domaine particulier. Une enquête de routine m'a montré que, naturellement, je me trompais. Il y a exactement 150 ans, en effet, en 1843, le Collège de France avait déjà créé un enseignement à la formulation presque identique d'histoire des institutions de l'Occident méditerranéen au Moyen Âge. Décidé à la demande de Jules Michelet pour son ami Edgar Quinet, cet enseignement n'eut qu'une vie brève et troublée, au point que dès 1846, Guizot en obtint la suppression de fait. Il me plairait d'exposer un jour les raisons du tumulte inouï que suscitèrent les cours d'Edgar Quinet au Collège de France sous un intitulé aussi innocent. Je me réserve surtout de revenir sur l'analyse des pages que, dans la foulée de cet enseignement, Edgar Quinet a consacrée à l'histoire de l'Italie et de l'Espagne médiévale. Je crains bien qu'elle n'ait plus été lue par personne depuis très longtemps. Elles sont pourtant pleines d'intérêt et même de quelques étonnantes intuitions historiographiques. Arrivé au point de conclure, je ne ferai que citer la définition qu'il y donne, comme en passant, du métier d'historien. L'histoire, y écrit-il, doit être la science de la reconstitution des systèmes abstraits, inventés après les événements. J'ose avouer qu'à l'image de ce grand devancier inattendu, mes intérêts vont aussi vers l'histoire, anonyme et profonde, de ces systèmes abstraits du passé qu'il nous arrive aujourd'hui d'appeler ces structures. Je me sens confirmé dans ce choix par l'un des courants les plus actifs de notre historiographie. De l'Andalousie des Morisques, en effet, aux campagnes tolédanes, du royaume de Valence à la marche supérieure d'Al-Andalus et à la Catalogne, du Languedoc à la Provence, de la Lombardie et de la Vénétie à la Toscane, aux Abruzzes, aux Pouilles, à la Sicile. L'Occident méditerranéen vient d'être jalonné de travaux fondateurs consacrés à l'histoire et à l'archéologie des structures médiévales du peuplement et de l'habitat, à celle des sociétés urbaines, des pouvoirs et de leur image, en bref, des destins collectifs. C'est bien dans cet élan de recherche que je me sens vraiment parmi mes compagnons de travail. Je voudrais pour terminer vous redire, mes chers collègues, tout le gré que je vous sais, d'avoir par votre choix conforté ma place dans ce mouvement novateur et ardent.